Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé, réalisé en collaboration avec Microsoft France. Merci à Julien d'ailleurs pour son travail autour de l'IA dans nos différents dossiers publiés dans Programmé. Nous accueillons aujourd'hui Eric. Eric, un grand merci à toi d'être là avec nous. Je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, rapidement, je suis Eric Salva, je suis architecte senior pour la société Insight et en partenariat rapproché avec Microsoft, spécialiste des technos Microsoft, un peu sur tout le scope de ce qu'on peut utiliser chez les clients, dans les SI. Et je suis ici aujourd'hui pour fêter les 50 ans de Microsoft. Et oui, effectivement, parce que Microsoft va fêter ses 50 ans dans quelques semaines, plus précisément durant l'été 75. Voilà, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire la rétrospective parue dans le hors-série spécial 50 ans de Microsoft, qui est toujours en kiosque, et sur notre site programmé.com. Alors aujourd'hui, le focus, ça va être autour de l'expérience développeur, donc tout ce qui est un petit peu le DevEx. Bon, voilà, c'est un terme que je connaissais pas, mais bon, comme on adore apporter des termes tout le temps, c'est l'occasion d'apprendre un nouveau mot. Donc l'expérience développeur enrichie à l'IA entre productivité et qualité. Donc voilà, donc c'est un bon programme. Donc vaste programme d'ailleurs. Alors c'est vrai que pour positionner un petit peu le sujet, si celles et ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant, on parle beaucoup en ce moment depuis quelques mois de vibe coding, on parlait avant de low code no code, que le développeur il n'avait plus le monopole du code, ce qui paraît. On peut même se poser la question, est-ce qu'il a jamais eu d'ailleurs. Et maintenant, on parle beaucoup donc de vibe, on parle beaucoup de génération par l'IA, d'agents IA, de chatbot, de prompt. Voilà, si vous utilisez des outils de GenBrain ou si vous utilisez un Visual Studio ou un Visual Studio Code, vous êtes sans doute déjà, vous avez déjà sans doute vu ou utilisé du chatbot ou de l'agent IA, que ce soit du Gemini, du Claude, du GPT ou du Llama ou encore du Phi. Mais en fait, comment on peut appréhender ce sujet-là, parce qu'il est très vaste, on sent qu'on part un petit peu dans tous les sens quand même. Toi qui es vraiment quand même proche du terrain, qu'est-ce que le sujet ou ce thème-là t'inspire ? Alors, on va commencer par le terme développeur expérience, puisque en fait c'est un de mes chevaux de bataille depuis maintenant plus de 5 ans. En gros, le principe était de rapprocher au départ l'expérience utilisateur de nos projets, donc intégrer dans les projets informatiques l'expérience utilisateur, le design, etc., pour le produit en fait. Ouais. Et la notion de se dire que cette expérience-là que l'on travaille, est-ce que l'on pourrait pas justement remonter d'un cran et puis l'appliquer aux équipes. Donc travailler sur les outils, travailler sur les méthodes, sur le coaching, la formation, faire des ateliers justement type UX pour les développeurs. Donc c'était ça un peu le départ, en se disant comment on peut améliorer cette expérience. La promesse, c'est allez-y, vous aurez votre copilote, vous avez besoin de jus de cerveau, lui il va s'occuper des détails. Et bon, on peut constater que oui, cette promesse est parfois tenue. Pas toujours, mais on a une expérience améliorée. Alors, pour toi, quels outils en fait peuvent faire perdre du temps ou gagner du temps un petit peu, que ce soit dans les projets au quotidien, et on reviendra tout de suite après plus spécifiquement à copilote. Alors, globalement, il n'y a pas vraiment un outil qui fait perdre spécifiquement du temps. Alors, je ne vais pas parler de tous les outils puisque, évidemment, je ne les connais pas tous. J'ai mes préférés dans le monde Microsoft. Donc, il y avait mon vieux Visual Studio qui faisait un peu tout, qui avait tout intégré, mais qui pouvait ralentir globalement à cause des performances. On avait VS Code qui est arrivé il y a un petit peu
un petit peu plus récemment. Mmh. Et via le jeu des plugins, des workspace, le fait de pouvoir le spécialiser au projet, le fait d'intégrer du coup Docker aussi derrière, avec les dev environments, toutes les extensions qui permettent d'aller utiliser les sous-systèmes Windows pour Linux. Eh bien, après, on se retrouve avec effectivement des environnements complètement isolés que l'on peut remonter assez facilement, qu'on peut fournir à une équipe DevOps directement et qui va pouvoir l'intégrer et la déployer après dans un environnement de staging, par exemple, pour tester les trucs. On a des allers-retours beaucoup plus rapides et bien facilités par le jeu des plugins. Donc, pour moi, l'accélérateur principal de productivité pour aujourd'hui, c'est VS Code, qui est vraiment bluffé. L'intégration GitHub Copilot dedans, qui est aujourd'hui très efficace, notamment les capacités d'édition. GitHub Copilot, c'est éditer directement la solution. Le plugin voit les fichiers locaux. Il est capable de nous créer des dossiers, des nouveaux fichiers à la volée, de les renseigner lui-même. Ça devient vraiment sympa. Et par contre, pour revenir à la question, ce qui fait largement perdre du temps, c'est la multiplication des outils. Donc la multiplication des zones de stockage, tout bêtement. Si jamais on a un SharePoint pour stocker la doc d'architecture, un Teams pour stocker les échanges entre les équipes et les ingénieurs, on a à côté un wiki qui va se trouver probablement dans le système de contrôle de sources. On va avoir les sources, on va avoir les pipelines, donc avec d'autres sources, des repos un peu partout. Voilà, si on multiplie trop les zones, là ça commence à devenir vraiment galère, et c'est ça plutôt, à mon avis, qui fait perdre du temps, devoir passer d'un document à l'autre pour pouvoir trouver une information intéressante. On trouve la référence à l'info, mais ça va vers un autre lien, vers un autre SharePoint qui va faire autre chose. Parfois, on n'a pas les droits partout. Bref, donc voilà, j'irais plutôt là-dessus. C'est pas vraiment un outil qui va nous ralentir. C'est pas une techno qui va nous embêter. En réalité, c'est la divergence, en fait. S'il n'y a pas assez d'homogénéité, s'il y a trop de zones différentes, voilà, trop de sources différentes. Ouais. Alors, en fait, on pourrait presque dire que trop d'outils tue l'outil, quoi, en fait. Voilà. C'est ce que je pense, effectivement. L'expérience, c'est ce qu'on vit souvent. Ouais. Alors, tu nous as parlé effectivement de Copilot, qui s'intègre bien d'ailleurs avec un Visual Studio Code. Je rappelle pour ceux et ceux qui l'utilisent qu'on a le Copilot Free qui est disponible. Il suffit de l'instancier et de déclarer, et après le VS Code le voit tout de suite. Quel est le point pour toi le plus important à retenir quand on veut utiliser ou qu'on utilise un copilote? Est-ce que c'est le chatbot prompt classique? Est-ce que c'est la capacité d'éditer du code? Est-ce que c'est la partie agent? Est-ce que c'est un petit peu tout ça? Ou c'est encore d'autres choses que tu vois toi? Alors, le plus intéressant aujourd'hui dans Copilot, c'est ses connaissances générales. Donc le plus important, je pense, quand on utilise ce genre d'outils, ça va être de garder du recul, beaucoup de recul, et de s'en servir plutôt comme un copain avec qui on discute à la pause café, pour essayer de faire le tour d'une question sur laquelle on tourne dans son coin tout seul. Voilà, je le prends plutôt comme comme un ami virtuel avec lequel je peux discuter, qui va me jeter des idées qui vont peut-être faire nourrir la solution dans ma tête. C'est plutôt comme ça que je le vois. Je veux pas le voir comme un remplaçant. Je ne veux pas le voir comme un expert. C'est pas du tout le cas. Un expert, généralement, donne 2 fois la même réponse lorsqu'on lui pose 2 fois la même question, dans le même contexte, avec les mêmes technos, et voilà, quoi il parle. Un copilote, lui, va répondre 2 fois différemment, avec des patterns différents, avec des éléments différents, à moins qu'on lui ait fait un document de 100 pages pour lui expliquer exactement le contexte. Mais là, il n'a pas assez de mémoire pour le traiter, quoi. Donc bon, on en est encore au balbutiement.
Mais vraiment, l'intérêt pour moi, c'est l'échange. C'est que ça facilite en fait le brainstorming, ça permet de le faire soi-même, ça permet d'avoir une vue d'ensemble d'un sujet, d'avoir les principes de base de façon sûre. Et ensuite, ça permet après d'aller gratter un peu plus loin et puis de réfléchir par soi-même et de se questionner soi-même. C'est forcément la décision finale doit venir de l'humain qui l'utilise. Est-ce que le fait qu'un outil comme un Copilot y soit intégré, ça donne une forme de facilité à certains devs, dans le sens où effectivement on se dit tiens, il est disponible, je me décharge de tout un tas de choses et je m'occupe de rien, quoi. Alors ouais, ça c'est super dangereux. Effectivement, il y a un peu de ça. On retrouve ce réflexe. Alors à l'époque, on appelait ça le syndrome Stack Overflow, en fait. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça le principe. Et il n'y avait pas l'IA qui répondait à notre place, mais il y avait Stack Overflow qui donnait des réponses un peu abracadabrantes, parfois très contextualisées, très spécifiques. Et donc, du coup, le petit développeur qui voit ça, qui dit ça résout le problème que j'ai décrit, ok, je copie-colle et puis c'est bon. Donc on avait déjà ça à l'époque, on a ce réflexe-là, il y aura toujours le gars qui préfère ne pas se casser la tête. Maintenant on a des processus, on a le DevOps, on a toutes les méthodologies derrière, l'agilité qui renforce la discussion, l'échange, la revue de code qui devient de plus en plus importante parce qu'effectivement si je ne revois pas bien le code et que je vois pas le détail qui a été injecté par une IA, ça peut amener des ennuis assez conséquents. Puisque la sécurité, l'IA n'en tient pas compte. Ouais. Ou très mal en tout cas. Mal, ou souvent à côté, c'est-à-dire qu'elle va te sécuriser quelque chose qui n'intéresse pas vraiment le projet, tout en laissant à côté, à cause de ça, une faille béante pour le contexte dans lequel on se trouve. Voilà. Et, est-ce que pour toi, en fait, tu nous as parlé d'édition du code. En fait, pour toi, quels sont aujourd'hui, alors je dis bien aujourd'hui, pas dans un contexte futur ou dans X mois, parce que ça évolue quand même très vite, au-delà du coding edit, comment tu vois son utilisation un petit peu au quotidien? Les usages principaux dépendent aussi des personas, des individus qui vont intégrer la solution. Donc on va en définir 3. On va utiliser la définition du DevOps que Microsoft partage depuis des années. C'est-à-dire que DevOps, c'est un triptyque avec les devs, effectivement, les opérationnels de l'autre côté, donc un rapprochement des deux. Et le triptyque, c'est ensuite le business, le métier qui vient s'intégrer dedans. Donc, où est-ce que le business va être intéressé ? Probablement pour la description documentaire du code existant, en disant voilà, on m'a expliqué que dans tel module, il y a tel truc qui se passe, j'aimerais bien savoir comment ça marche. Là, l'IA va pouvoir le faire, là où un développeur aura peut-être pas le temps, tout bêtement, d'aller trop dans le détail pour décrire exactement le schéma. Il va pouvoir générer un schéma exact, etc. Ensuite, il va pouvoir comprendre les idées. On va lui dire, voilà, je suis dans ma base de code. En tant que personnage, je souhaite faire un truc pour obtenir quelque chose, la user story de base. Je donne ça à l'IA et puis je lui dis, vas-y, donne-moi les cas de séquence. Explique-moi un peu comment ça marche. Comment je pourrais décrire ça pour que les développeurs le comprennent. Ça, c'est un usage qui va permettre de générer, par exemple, des textes plugins pour faire du BDD, qui vont permettre au business de se faire expliquer, documenter le code existant, les fonctionnalités, etc. On a les ops qui vont pouvoir dire, décris-moi l'infrastructure nécessaire pour faire tourner ce truc. Donc en .NET, par exemple, il va découvrir les hosts, il va découvrir les déclarations de projets avec les routes, etc. Et puis il va dire, apparemment, on a un front en Angular qui va discuter avec une API en .NET, l'API elle est exposée de telle manière, donc je peux te décrire ça. Et puis il va démarrer en fait le DAT, le document d'architecture technique. On se fait aider comme ça, donc il y a les plugins Azure aussi qui nous permettent d'aller voir les infras et de lui demander qu'est-ce que j'ai un peu dans mon ressource. Voilà, donc on est comme ça. Et enfin, pour les devs, on va avoir l'exploration tout bêtement. Le mode edit, je l'utilise énormément en lui disant démarre-moi une structure de projet dans tel langage que je connais pas.
Parce que je veux me faire mon sample à moi et je veux commencer, démarrer, voir comment ça s'articule. Je vais pas le mettre en prod, je vais juste m'en servir pour avoir la syntaxe de base, la configuration de base, me faire expliquer la solution initiale. Comme ça, il le fait à ma place, j'ai pas besoin de m'embêter. Et ensuite, derrière, je vais discuter avec lui pour me faire expliquer les principes de la technique. Donc, j'aime beaucoup utiliser ça comme ça. Ou bien, effectivement, tout bêtement, générer un projet de test sur un projet qui n'a pas de test du tout. Donc, merci de me fabriquer la structure, les classes, tout ce qu'il faut pour que mon projet de test il puisse passer direct. L'exploration des tests. Qu'est-ce que pour cette classe, je dois absolument mettre à minima dans mon test plan automatisé. D'accord. Quelles seraient pour toi aujourd'hui les métriques ou les données qui pourraient nous aider à savoir si cela nous apporte de la productivité ou améliore notre quotidien? Bon, je sais que certaines entreprises adorent mettre des KPI partout, mais est-ce que c'est vraiment une fin en soi? Comme toujours, si c'est pas adapté au contexte du projet, ça va pas. Typiquement, on a l'exemple de la couverture du code par les tests, où on se retrouve avec des KPI très forts là-dessus, et du coup, au lieu de rester un outil pour le développeur pour se rassurer lui-même, pour qu'il travaille sur soi, en fait, ça devient une obligation contractuelle par son métier, et il doit absolument couvrir. Et couvrir, il va. Ça, il n'y a aucun problème. Couvrir le code, un développeur sait le faire. Est-ce que les tests vont être pertinents? Est-ce qu'ils vont vouloir dire quelque chose? Est-ce qu'ils vont aider à anticiper sur les problèmes? Il y a peu de chance. Donc, du coup, les indicateurs que l'on pose sur un projet doivent être adaptés aussi au contexte. Maintenant, on sait que on va avoir tout bêtement le nombre de retours en production. Voilà, le nombre de bugs. Si jamais on met en place cette méthode, si on ajoute un outil et que l'on demande aux développeurs de s'en servir pour améliorer la qualité, si on voit que le nombre de bugs en prod diminue mécaniquement derrière, on peut estimer que c'est un succès. Mais il y a aussi l'usage. C'est-à-dire que donner un outil, mettre à disposition, payer les licences et les donner aux collaborateurs, c'est une chose. S'assurer qu'ils l'utilisent réellement, voir quelles sont les statistiques d'usage réel, on a des surprises. Dans l'entreprise, donc chez Insight, on a accès automatiquement à tous les copilotes de Microsoft par contrat. Maintenant, le nombre de développeurs qui ne le savent même pas, ou qui le savent, mais qui se disent que ça leur apporterait pas grand-chose vu ce qu'ils font, parce qu'ils sont dans un contexte où ils se disent que c'est pas intéressant, ou alors ils sont chez un client chez lequel ils n'ont pas le droit d'installer l'extension, donc finalement ils peuvent pas sur le poste du client le faire. Donc, voir quel est l'usage réel et voir où est-ce que c'est vraiment intéressant de le laisser, puisque payer toutes ces licences pour rien, c'est dommage. Ensuite, on va avoir aussi probablement le nombre de PR, de pull request acceptés, le temps d'acceptation d'une pull request. Est-ce que c'est accéléré? Est-ce que c'est diminué? Si on a automatisé le build, on va avoir aussi les retours post-build avec j'ai passé les tests unitaires et puis c'est de meilleure qualité qu'avant. Est-ce que ça passe plus souvent? Est-ce que ça va plus souvent directement en prod sans passer par la case vous avez des trous dans la raquette? Voilà. Donc on va estimer la qualité, on va estimer le temps de production, on va estimer le temps de réponse d'une équipe. On parle d'une équipe, on parle de l'équipe globale. Donc ça veut dire le temps de rédaction des US, est-ce qu'il a été amélioré? Est-ce que les critères d'acceptation sont mieux décrits depuis que les fonctionnels, les profils fonctionnels utilisent le pilote? Est-ce que les équipes se comprennent mieux? Est-ce qu'il y a moins d'allers-retours? Est-ce que le temps de raffinage des backlogs a diminué? Est-ce que le nombre de réunions autour de tous ces sujets diminue? Voilà, c'est ce qu'on essaye de regarder, c'est ce qu'on essaye de cibler. Parce que c'est vite fait dans les projets agiles de tomber dans la réunionnite aiguë. Oui. Alors, tu nous parlais un petit peu au début là, des outils que l'on devait ou qu'on pouvait avoir dans sa chaîne de développement. Est-ce que ces choix sont faits aujourd'hui? Enfin,
toujours avec ton expérience, est-ce que ces choix ils sont imposés par la direction technique ou est-ce que le développeur a quand même son mot à dire? Idéalement, les ingénieurs ont leur mot à dire. On va pas parler que des développeurs parce qu'on va avoir peut-être une équipe DevOps et l'équipe DevOps va avoir en charge la plateforme, le déploiement, mais aussi du coup la gestion des ressources sur lesquelles on déploie. Et pour moi, après ça n'engage que moi, mais sur les projets sur lesquels j'interviens, la question que j'aime poser, c'est qu'est-ce que vous êtes habitué à utiliser, qu'est-ce que vous appréciez. Donc faire une espèce de brainstorming sur lequel on crache un peu toutes les technos qu'on a dans les pattes et en termes d'expérience réelle, parce que finalement, ce que je sais de sources sûres, c'est que la meilleure solution ne sera jamais celle qui est la plus documentée ou la plus populaire, mais sera toujours celle qu'on maîtrise le mieux. Parce qu'on aura beau se jeter sur le nouveau pattern à la mode super efficace d'après son créateur, s'il est trop complexe pour qu'on puisse l'implémenter dans les 3 mois et que le projet doit être en prod dans 3 mois et demi, c'est pas la bonne solution. C'est peut-être la meilleure méthode du monde, mais c'est absolument pas la bonne solution. Donc on va commencer par ça. Déjà, s'assurer de lister tout ce qu'on maîtrise bien. Ensuite, voir si ça va aller ensemble. Parce que effectivement, si on commence à vouloir mettre des technologies qui ne vont pas ensemble, ça devient compliqué. On va essayer de déterminer les dépendances avec les externes aussi, puisque on va avoir probablement besoin d'intégrer des ressources externes, voir si ça nous facilite la tâche. Et une fois qu'on aura fait tout ça, et que tout le monde aura bien défendu son giron, on va essayer d'homogénéiser pour avoir sur toute l'équipe de production une espèce de, disons, de centre de convergence pour pouvoir avoir justement une bonne maîtrise de la production tout en essayant d'injecter du coup des patterns modernes pour là où il y en a besoin ou des outils supplémentaires, essayer de voir ce que ça donne. Et sans parler de l'IA là précisément, mais ça va être typiquement les éléments qu'on va mettre sur les pipelines de build. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passages de Azure DevOps repo à GitHub pour justement la partie Git, parce que avec toutes les extensions que GitHub propose, c'est très intéressant d'avoir son code hébergé côté GitHub entreprise, tout en utilisant toujours les Azure Pipelines qui sont très efficaces. On peut avoir accès après aux boards qui sont toujours pas intégrés dans GitHub parce que c'est pas la même philosophie. Donc on va pouvoir gérer les tickets de support côté GitHub avec le système d'issues qui est plutôt efficace pour ça. Et puis on va pouvoir utiliser la gestion de projet côté Azure DevOps, connecter les deux et avoir à la fin un seul produit qui donne accès à tout, quoi. D'accord. Donc, voilà, donc on s'adapte. Mais pour moi, c'est vraiment ce que l'équipe comprend le mieux. Ça dépend plus des gens avec lesquels on travaille que des bonnes pratiques habituelles. Donc, je vais imposer 2-3 trucs régulièrement. J'aime bien ma slice architecture, découpée par fonctionnalité. J'aime bien décrire ça parce qu'après, derrière, ils comprennent mieux, ils sont plus isolés. Mais je vais pas leur imposer Visual Studio par-dessus. Je sais pas quelle IDE ils utilisent, mais voilà, VS Code, qu'est-ce qu'il y a en face J'ai oublié les noms. Bon, désolé. Et tout ça, au bout du compte, c'est aussi pour éviter une frustration aussi au niveau des équipes, je présume. Pour avoir une expérience qui soit la plus homogène possible. Oui, évidemment. Oui. Déjà la frustration, mais aussi la sensation de ne pas maîtriser son contexte. Si on a une mission à remplir, c'est extrêmement anxiogène. Si on a déjà de l'expérience et qu'on doit tout jeter à la poubelle parce qu'on passe d'un framework Angular à un framework React et qu'on nous dit c'est du web, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même philosophie. Si je connais bien Angular, je vais pas me débrouiller facilement avec React. Donc laissez-moi du temps de formation, laissez-moi prendre mes billes vite fait sur des petits projets à faible risque. Ou alors en tant que backup du lead qui fait du React et puis moi je vais faire autre chose à côté.
mais comme ça, je monte en compétence. Et une fois que je connais, une fois que je suis rassuré, oui, là, ça va mieux. Les équipes DevOps, il y a tellement d'outils DevOps aujourd'hui. Si on va dans l'open source, il y en a des centaines et des centaines. Les nouveaux arrivent systématiquement en clamant haut et fort que les anciens vont disparaître, c'est fini, voilà l'alpha et l'oméga. Quand on rentre dans le détail, on se rend compte que, évidemment, il n'y a pas de magie, hein. Ça reste de l'informatique, donc c'est dépendant de l'investissement des gens, du budget, du temps. Et puis, ça mûrit un produit. Donc un produit très mûr contre un produit mieux architecturé, mais plus moderne, donc pas encore mûr. Lequel je prends? Celui qui va me remplir ma mission et qui va m'assurer que je limite les risques. Celui qui va faire que mes ingénieurs ne se sentent pas frustrés à devoir recommencer à zéro alors que ils ont 10 ans d'expérience sur un truc. Par contre, il faut prévoir les passerelles parce que se moderniser, ça reste important. Donc, il y a une raison pour laquelle je suis pas resté sur le VB, quoi. Juste pour terminer, est-ce que tu aurais 2-3 conseils comme ça à nous donner qui te viennent en tête? En tant qu'architecte, je développe plus assez. À chaque fois que je touche au code, je vais me permettre l'expression, je prends mon kiff, bien comme à l'ancienne, quoi. Donc, ce que je dirais, c'est n'oubliez pas de vous faire plaisir. N'oubliez pas. Jouer avec l'IA, oui. Alors, par exemple, l'IA, je ne m'en sers pas personnellement. Dans le cadre personnel, je continue à faire mes recherches un peu à l'ancienne. Je vais même avouer que j'utilise Bing comme moteur de recherche principal. Je n'utilise pas Google par religion, dirons-nous. Mais voilà, explorez, découvrez. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Ne vous enfermez pas dans des schémas qui vont vous frustrer ou vous déranger à la fin. Essayez d'anticiper tout ça. Et l'arrivée de l'IA veut que le jus de cerveau et l'esprit critique vont être probablement plus importants que les compétences techniques bientôt. Voilà, donc je finirai là-dessus. Ouvrez vos chakras, esprit critique, connaissance générale. Sachez lire l'IA. Et je pense qu'on a de l'avenir encore dans ce métier.